Merci Bernard pour cette introduction. Merci au laboratoire MSD de m'avoir invité à parler aujourd'hui. On m'a demandé, ceux qui ont vu mon diaporama, pourquoi cette photo de Saturne. Beaucoup de mes présentations ont commencé avec une photo de Neil Armstrong sur la Lune. J'ai toujours pensé que c'était la plus belle aventure du XXe siècle. Et je crois que maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Mars, c'est pas très joli. Saturne, c'est très beau. Et je crois que c'est par là qu'il faut aller. Alors, mes liens avec l'industrie, très rapidement. Et puis, quand on m'a demandé de préparer cette présentation, on m'a dit « Étienne, il faut que tu nous parles des 10 dernières années ». Et je me suis dit, peut-être faisons un retour en arrière. Qu'est-ce qui se passait en 2006 ? Qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans ? Eh bien, 2006, c'était une très belle année. C'était une année où nous avions vu l'étude DREAM qui s'adressait à la prévention du diabète, soit avec le ramipril, soit avec la rosiglitazone, et les résultats étaient très intéressants. C'était l'année où on pensait beaucoup de bien du rimonabant. C'était l'année où sont sorties les suites d'une belle étude, une étude finlandaise qui avait montré que par une modification du style de vie, on pouvait prévenir le diabète. Et la suite était aussi intéressante parce qu'elle montrait à long terme un bénéfice maintenu du changement du mode de vie sur le risque de diabète des patients ayant participé à la DPS. C'était une belle année parce qu'on avait des très beaux résultats sur la pioglitazone dans les hépatopathies métaboliques. C'est une magnifique année parce qu'elle montrait le triomphe de la rosiglitazone par rapport aux autres traitements de l'hyperglycémie. C'était une très belle année parce que Bernard Charbonnel avait activement participé à la rédaction des premières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge du diabète. C'était une année où on a vu aussi des recommandations européennes. Et puis tout ça allait très vite être balayé par un espèce de tremblement de terre, lancé d'abord par la controverse de Nissen sur la sécurité cardiovasculaire des médicaments, et en particulier la rosiglitazone, et puis allaient venir les controverses à la suite des grandes études Accor, Advance, VADT, et puis la rosiglitazone, il n'en reste plus rien. Le rimonabant, il n'en reste plus rien. La pioglitazone, il n'en reste plus rien. La rosiglitazone, il n'en reste plus rien. Les recommandations ont été controversées. Alors, tout ça allait très mal pour nous. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans ? Eh bien, la première chose qu'il faut voir, c'est nous ne sommes pas inutiles. On a vu un message très noir sur finalement, ça ne sert à rien. Eh bien, il suffit de prendre des registres américains qui montrent, alors que la population de diabétiques a plus que triplé aux États-Unis sur cette période de 20 ans, eh bien, la baisse des infarctus, la baisse des AVC, la baisse des amputations, la baisse des crises hyperglycémiques. La seule chose qui stagnait un petit peu sur cette période, c'était le nombre d'entrées en dialyse aux États-Unis. En fait, ça baisse doucement et en fait, une partie de la non-baisse vient du vieillissement des populations de diabétiques aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième point, nous nous sommes laissés enfermer dans une discussion malheureuse. Le diabète ne serait qu'un facteur de risque cardiovasculaire, mais enfin, c'est oublier tout de même que le diabète est la première cause de perte de vue chez des individus jeunes en Occident et que ça, pour être un handicap, c'est peut-être pas mortel, mais c'est extrêmement handicapant. Alors, voilà des données qui sont des données qui ont été vérifiées à plusieurs reprises. Elles sont issues d'analyses chez des diabétiques de type 1. Et ce que montre cette figure, c'est la prévalence de perte de vue selon l'année où le diabète a été diagnostiqué. Entre autres, des diabétiques diagnostiqués au tout début de l'insuline, plus tard, au milieu des années 70. Et ce que montre la figure, c'est en fonction de la durée de diabète, le risque d'avoir une perte d'acuité visuelle, certes il augmente, mais on voit qu'il descend aussi en fonction des cohortes de patients auxquels on s'intéresse. En d'autres termes, les patients diagnostiqués récemment
ont, à durée égale de diabète, beaucoup moins de chances d'avoir une altération de l'acuité visuelle que les patients diagnostiqués antérieurement. Je crois, je pourrais m'arrêter là, c'est la plus belle preuve que ce que nous faisons sert à quelque chose. Alors on peut mettre en rapport ça avec le fait qu'on a vu de plus en plus de patients utiliser des schémas d'insuline à 3 injections par jour, mais surtout ce que l'on a vu sur ces périodes, c'est augmenter très significativement le nombre de patients qui sont à l'objectif glycémique. Alors les événements, c'est une chose. La mortalité, c'en est une autre. Voici des données issues du Canada et du Royaume-Uni. Vous voyez qu'on travaille sur des petits effectifs, 1 million de diabétiques, 8 millions de non-diabétiques. Et ce que montre cette courbe, c'est la mortalité pour 1000 individus en fonction du temps. Elle baisse chez les non-diabétiques, mais vous voyez qu'elle baisse plus vite chez les diabétiques. Dans l'Ontario, au Royaume-Uni, c'est pareil. Il y a un surrisque chez les diabétiques, mais les dernières années montrent clairement que nous progressons et nous tendons à rejoindre la courbe des non-diabétiques. C'est une belle mesure de notre progrès, et ce n'est pas seulement dans l'hémisphère nord. Voilà une donnée épidémiologique sur l'Australie. C'est l'excès de mortalité. La mortalité égale, c'est une surmortalité à 1. L'excès de mortalité des diabétiques de type 2 en Australie, en fonction de l'année de décès, de 1997 à 2000. Et on voit la même chose que dans l'hémisphère nord, une réduction progressive de l'excès de mortalité chez les diabétiques de type 2. Alors, est-ce qu'on a des preuves très fortes? Moi, je crois aussi à l'épidémiologie. Il n'y a pas que les essais contrôlés. Et voilà un travail extrêmement important paru l'an dernier dans le New England qui montre quoi? Il montre l'excès de mortalité dans des cohortes de patients selon leur âge et en fonction de leur hémoglobine glyquée. Et clairement, c'est manifeste et évident pour cette courbe d'individus relativement jeunes. L'hémoglobine glyquée pèse un poids très lourd dans le risque de mortalité, mais c'est vrai aussi pour toutes les catégories d'âge, peut-être un peu moins net sur la catégorie des plus de 75 ans, chez qui la mortalité est la plus élevée, mais clairement, toutes les catégories d'âge sont sensibles à un effet hémoglobine glyquée avec une surmortalité associée à des hémoglobines glyquées plus élevées. On s'est laissé enfermer, le diabète ne serait qu'un facteur de risque cardiovasculaire, seul le cœur compte. Non, ce travail nous rappelle qu'il y a d'autres choses qui comptent chez les diabétiques. Qu'est-ce qu'on montre chez les hommes, chez les femmes, en fonction de l'âge? Le nombre d'années perdues par cause de décès. Certes, une bonne partie des années perdues chez un diabétique relativement jeune va l'être par la maladie cardiovasculaire, mais il y a chez le diabétique un excès de mortalité par cancer, un excès de mortalité par d'autres causes que le cancer ou le cardiovasculaire, et c'est ceci que nous devons prendre en charge aussi en traitant les glycémies. Alors, de quoi meurent les diabétiques? Ils meurent du cœur et des vaisseaux, ils meurent de la maladie rénale, ils meurent des suites des amputations. On n'en parle pas beaucoup, mais tout de même, une amputation majeure chez un diabétique, c'est un risque majeur de mortalité dans les 2 ans qui suivent. Ils meurent très peu d'infections. On va parler beaucoup plus dans les prochaines années du foie et du risque de cancer chez les patients diabétiques. Et le cœur et les vaisseaux échangent des mauvais procédés avec le rein. La relation est bijective, elle va dans les 2 sens, de même qu'avec les amputations. On a des niveaux de preuve très élevés que l'hyperglycémie affecte directement toutes ces causes de mortalité. L'obésité, de manière indépendante, affecte
un certain nombre de ces causes de mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur les dernières années? On a appris très clairement qu'on a un poids majeur dans la prévention cardiovasculaire et donc rénale en travaillant sur la pression artérielle, en travaillant sur les lipides. Je pense que Michel Farnier a été totalement convaincant sur ce sujet. Nous avons appris aussi sur ces dernières années qu'on ne traite pas simplement l'hyperglycémie, qu'on est obligé de considérer une balance bénéfice-risque avant de se lancer dans des traitements, mais qu'on a maintenant des traitements de l'hyperglycémie qui permettent d'agir sur l'obésité, qui permettent d'agir directement sur la maladie cardiaque, des données sur le foie, des données sur le cancer, et puis on espère ainsi, en tapant tous azimuts, réduire la mortalité. On n'espère pas, les faits épidémiologiques le prouvent, la mortalité s'est réduite chez les diabétiques. Alors, le contrôle des facteurs de risque, autre que l'hyperglycémie, est-ce qu'il reste des places de discussion? Ben oui, parce que en termes de mode de vie, si les études au long terme du suivi du DPS que j'ai évoqué sur ma première diapositive sont positives, induire des changements de comportement chez un patient ou chez un individu prédiabétique a des conséquences positives à long terme. Les résultats du DPP sont un peu plus sombre ou un peu moins net quant aux bénéfices à long terme. Et puis, nous sont tombés les résultats négatifs de l'étude Look-Ahead. L'étude Look-Ahead, il s'agissait de voir si des modifications du mode de vie permettaient de prévenir à 10 ans le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Les résultats de l'étude Look-Ahead sont négatifs. Ils sont négatifs. On a essayé d'expliquer pourquoi. Une partie de l'explication tient au fait que les patients ayant bénéficié d'une prise en charge intensive du mode de vie ont reçu moins de traitements pour les lipides, moins de traitements pour l'hypertension artérielle que les patients du groupe conventionnel. Ceci dit, une analyse tout à fait récente dans un sous-groupe de patients ayant perdu plus de 10% de leur poids pendant la première année montre un bénéfice persistant à 10 ans de la prise en charge intensive du mode de vie. Les lipides, bon, je crois qu'après la présentation de Michel Farnier, il n'y a pas de discussion sur la place des statines. Un petit Gaulois résiste à l'envahisseur dans son coin, mais je crois qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de discussion sur la place des statines. Et nous n'avons pas les anti-PCSK9, ils vont être difficiles à prescrire pour nos patients diabétiques, mais quand on voit qu'ils sont capables de diminuer de 50% le cholestérol LDL chez les patients diabétiques, on les attend avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'impatience. La pression artérielle, on est arrivé à des discussions qui, à mon avis, sont loin d'être fermées. Quel objectif tensionnel? Alors, on a vu d'abord un papier du New England montrant des résultats négatifs d'un contrôle intensif de la pression artérielle. C'était la première analyse de l'étude Accor. Et puis, ceci a été revu par une deuxième analyse ultérieure de l'étude Accor. Le contrôle intensif de la pression artérielle réduit le risque cardiovasculaire, en particulier le risque d'AVC. Alors, on a été excité l'an dernier par les résultats positifs de l'étude SPRINT qui concernait des patients non diabétiques et la comparaison des patients ayant atteint une pression artérielle systolique inférieure à 120 comparée à ceux qui étaient en dessous de 140 était bénéfique. On espérait beaucoup de choses pour les patients diabétiques, on espère avoir les résultats. Ceci dit, l'étude du registre Clarify, qui concernait des patients coronariaires, dont 30% de diabétiques, montre une mortalité augmentée pour des pressions artérielles systoliques inférieures à 120 et des pressions artérielles diastoliques à 70. On a besoin d'études bien contrôlées et d'essais randomisés pour clarifier ce point. Jusqu'où doit-on aller dans le contrôle de la pression artérielle chez les patients diabétiques? Et puis,
c'est devenu la tarte à la crème, la prise en charge combinée des facteurs de risque, l'ensemble des facteurs de risque. C'est évident pour tout le monde, ça ressort de l'étude du KPDS, ça ressort de l'étude Accor, et Michel Farnier nous a montré les résultats à très long terme de l'étude Steno, une prise en charge coordonnée de tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Mais je vous rappelle que l'étude Steno, c'était aussi un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 6,5%, avec des moyens importants mis pour obtenir ce contrôle glycémique. La réduction de la mortalité à très long terme est un argument de plus en faveur du traitement de la glycémie. Alors, bien, les choses ont commencé à aller mal à partir du moment où Steve Nissen a lancé son pavé dans la mare sur la sécurité cardiovasculaire des traitements de la glycémie, et les mises en cause ont été successivement la metformine, c'est la vieille étude UGDP qui concernait son petit frère la fenformine, les sulfonylurées, les agonistes piPAR-gamma et les agonistes alpha-gamma, les agonistes du GLP-1, les inhibiteurs de la DPP4 et l'insuline elle-même. Alors finalement, qu'il nous resterait-il pour traiter le diabète? La carbose et les inhibiteurs de SGLT2 que nous n'avons pas en France. Il fallait se sortir de ce débat véreux sur la toxicité cardiovasculaire des médicaments, et un effort considérable a été fait, un effort majeur, des dizaines de milliers de patients entrés dans des études pour nous rassurer avec ces grandes études de sécurité cardiovasculaire des traitements de la glycémie. Alors, on n'avait pas attendu, on avait les données de l'étude proactive, chère au cœur de Bernard Charbonnel, mais suivi pour les agonistes piPAR-gamma de l'étude Périscope, de l'étude Record, de l'étude IRIS chez des patients à risque ou ayant fait un accident vasculaire cérébral, des résultats très récents. Au passage, ironie de l'histoire, la rosiglitazone qui a été mise en cause par Nissen dans sa célèbre méta-analyse a été totalement disculpée d'abord par l'étude Record, assez vite, à peine 2 ans après, et puis totalement disculpée par les autorités, la FDA et l'Agence européenne. Mais c'était trop tard, la rosiglitazone était morte. Les études avec les inhibiteurs de DPP4, elles tombent les unes après les autres, elles sont toutes rassurantes, avec la saxagliptine, avec l'allogliptine, avec la sitagliptine. Toutes ont prouvé la sécurité cardiovasculaire de ces médicaments. Et puis, arrivent des choses assez excitantes aussi concernant les agonistes du GLP-1, avec le lixisenatide, le liraglutide, l'étude leader qu'on a déjà évoquée, le semaglutide, l'étude SUSTAIN. C'est l'événement de la rentrée. Non seulement ces médicaments apportent une sécurité cardiovasculaire, mais une tendance très nette, même si elle n'était pas destinée à le montrer, à suggérer une protection cardiovasculaire avec ces médicaments. Et puis, les inhibiteurs de SGLT2, l'empagliflozine, on l'a évoqué aussi, c'était les 3 papiers qu'a montré Patrice Darmon sur ces diapositives d'entrée, réduction du risque cardiovasculaire avec l'empagliflozine. On attend avec beaucoup d'impatience la suite des événements, c'est-à-dire les études avec les autres médicaments de cette classe. En tout cas, aujourd'hui, tous les coupables sont innocentés. Certains ont fini leur carrière dans cette aventure et ne reviendront pas. C'est une affaire qu'on connaît. On jette en pâture les frasques de quelqu'un, et puis on en parle un petit peu moins une fois qu'il est disculpé. Alors, théoriquement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pourquoi il se passe des choses? La metformine, globalement, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. L'UKPDS et d'autres études ont montré une réduction du risque cardiovasculaire, réduction du risque d'infarctus, petit effet modéré sur le LDL, petit effet modéré sur la CRP. Les sulfamides hypoglycémiants, les données de l'UKPDS à long terme, on l'oublie, c'est une analyse qui s'est poursuivie sur plus de 20 ans. Eh bien, je crois que 20 ans de traitement avec des sulfamides hypoglycémiants dans l'UKPDS, c'est une preuve assez suffisante sur la sécurité des sulfamides hypoglycémiants. Certes,
ça augmente le risque d'hypoglycémie. Certes, on pourrait discuter à l'infini sur le préconditionnement ischémique, une situation où probablement dans la vie, les sulfamines hypoglycémiants n'interviennent pas. On peut revenir sur les raisons théoriques de cette aventure. Alors, les thiazolidines, bien, on a des données assez claires montrant qu'elles réduisent les événements cardiovasculaires majeurs, qu'elles réduisent le CRP, qu'elles réduisent l'albuminurie en ce qui concerne la pioglitazone. Mais on le savait d'emblée, c'était écrit dès les études précliniques de ces médicaments, une petite augmentation du risque d'insuffisance cardiaque. Les inhibiteurs de TPP4, eh bien, on ne sait pas où on ira avec ce petit excès d'insuffisance cardiaque avec la saxagliptine. Il existe, il n'a pas été retrouvé avec les autres médicaments de la classe. En particulier, la sitagliptine a été très étudiée sur ce point et ça n'est pas un effet classe, c'est probablement quelque chose d'assez spécifique à la saxagliptine. Les agonistes de GLP-1, on en attendait beaucoup de choses parce qu'ils ont un effet bénéfique sur le poids et la pression artérielle. Quelques inquiétudes parce qu'on savait dès le début des études précliniques qu'ils augmentaient la fréquence cardiaque sans qu'on sache pourquoi. Et vous avez vu que les données les plus récentes indiquent clairement non seulement la sécurité, mais probablement un bénéfice cardiovasculaire. Les inhibiteurs de la SGLT2, on en attend beaucoup parce qu'ils font perdre du poids, ils font baisser la pression artérielle, ils font baisser l'uricémie. Il se passe des choses passionnantes sur la réduction du risque rénal avec les SGLT2. On s'inquiète un petit peu de la diminution du volume extracellulaire et des accidents qui ont pu être vus d'élévation de la créatinine chez les patients à très haut risque. On ne les a pas aujourd'hui, on les attend avec impatience, même si leur parcours en France paraît quelque peu compromis. Et puis, l'insuline eh bien, est accusée de tous les maux, elle fait prendre du poids, elle donne des hypoglycémies. On pourrait discuter de ce point-là. La chirurgie bariatrique, j'ai été très étonné, j'ai lu le week-end dernier une étude venant de l'Université de Chicago. C'est impressionnant parce que la plupart des patients qui sont obèses ne se considèrent pas comme obèses, ils se considèrent comme simplement en surpoids, y compris des patients en obésité sévère et voire morbide. Ça, c'est pas très grave. Qu'on essaye de se voir plus beau qu'on est, c'est pas très grave. Là où c'est grave, c'est que les médecins qui prennent en charge ces individus obèses sont incapables de reconnaître l'obésité et sont incapables de proposer les traitements adaptés à l'obésité. Et la majorité des patients qui seraient pourtant éligibles à une chirurgie bariatrique n'ont jamais eu l'occasion d'en discuter avec leur médecin. Alors tout de même, on n'est pas pour la chirurgie bariatrique pour tout le monde, mais tout de même, on a aujourd'hui des essais contre traitement médical, des données à très 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 long terme de l'étude suédoise SOS, et puis une étude randomisée, l'étude STAMPEDE, qui montre clairement que chez les patients éligibles pour la chirurgie bariatrique fait mieux que la prise en charge médicale de ces patients. Et maintenant, nous avons des recommandations de l'ADA, elles sont de grade B, et elles indiquent que la chirurgie bariatrique doit être envisagée chez les patients dont l'IMC est supérieur à 35 kg par mètre carré, en particulier si le diabète ou les comorbidités sont difficiles à contrôler. Alors tout de même, quels sont les chiffres ? Eh bien, les chiffres de l'étude STAMPEDE, c'est 38% de patients qui ont une HbA1c inférieure à 6% à 3 ans versus 5% sous traitement médical dans cette étude. C'est 72% des patients qui sont en rémission complète de leur diabète à 2 ans versus 16%. Ce sont des données de l'étude SOS. Ce sont des données maintenant de l'étude SOS qui montrent une diminution des complications à long terme chez les patients opérés. Mais aujourd'hui, on n'a pas de preuve directe de diminution de la mortalité. En réalité, rappelons-nous tout de même que la chirurgie bariatrique s'adresse à des individus relativement jeunes. Ici, ce sont des données du registre suédois, bypass versus traitement conventionnel. Vous voyez qu'on a des patients relativement jeunes, aux alentours de la cinquantaine, dont l'IMC est supérieur à 40. Et ce que montrent ces données du registre, eh bien, c'est une rééducation de 60% de la mortalité à 8 ans après la chirurgie bariatrique. Cancer et diabète, là aussi, nous avons traversé des années difficiles et compliquées. Ont été mis en cause l'insuline, en particulier la glargine,
ont été mis en cause les thiazolidinediones, la pioglitazone, en particulier le cancer de la vessie, la rosiglitazone, ont été mis en cause les sulfonylurées par des études de gros registres, les inhibiteurs de SGLT2 sur risque de cancer de la vessie, les agonistes du GLP1, risque de cancer du pancréas et de la thyroïde, les inhibiteurs de DPP4 avec un risque de cancer du pancréas. Aujourd'hui, après toutes ces mises en cause, que reste-t-il? Rien. Aucun surrisque de cancer avec l'insuline glargine. Toutes les études faites dans tous les pays autres que la France infirment la proposition que la pioglitazone augmente le risque de cancer de la vessie. Inhibiteur de SGLT2 et cancer de la vessie, rien, aucune trace. Agoniste du GLP1, eh bien, je crois que les dernières études, les leaders, mais surtout l'étude Sustain, et quand on fait une méta-analyse de tout ça, sont assez convaincantes. Il n'y a pas de surrisque de cancer du pancréas avec les agonistes du GLP1 et avec les inhibiteurs de DPP4. Aussi, la FDA et l'EMA ont publié un communiqué en disant « Rien dans la littérature ne permet de mettre en cause les inhibiteurs de DPP4 dans un risque de cancer du pancréas ». Alors, on est paradoxalement passé à une autre phase de l'histoire, une phase où on accorde des mérites merveilleux. La metformine serait le traitement magique qui soigne tous les cancers. En mars 2016, il y avait 128 études actives enregistrées sur le grand registre Clinical Trial. On en attend les résultats. Les premiers résultats que nous avons vus sur le cancer du pancréas résistant au traitement sont assez peu enthousiasmants. Mais la bombe de l'année dernière, c'est un petit travail issu de Versailles, une observation astucieuse de cliniciens et qui débouche sur un papier formidable qui suggère que la pioglitazone pourrait être un traitement magique de la leucémie myéloïde chronique. Alors, on est passé d'une phase de dépression à une phase d'optimisme. On attend ces résultats avec impatience, on verra ce qu'il en reste. Je voudrais, pour finir, parler un tout petit peu des pathopathies métaboliques, parce que quand on écoute nos collègues hépatologues, ils nous disent que ça va être une des causes majeures de mortalité dans les années qui viennent. Les pathopathies métaboliques augmentent le risque de stéatohépatite, de cirrhose et de cancer du foie. Alors là aussi, on avait des jolis résultats avec les thiazolidinediones, je crois que ça reste, il faut penser, si un jour la pioglitazone revient en France, il faudra y repenser. Mais on a aussi des choses très intéressantes qui commencent à apparaître. Les agonistes du GLP1 diminuent les transaminases des diabétiques de type 2, ils diminuent le contenu hépatique en triglycérides, un très joli papier de nos camarades de Dijon, sous presse dans le JCEM, des très belles mesures de contenu hépatique en triglycérides, et encore plus joli, un travail sur un tout petit effectif, 25 patients. Ils améliorent l'histologie hépatique, l'étude Lin parue dans le Lancet cette année. Alors, on va voir ce qui se passe avec les inhibiteurs de SGLT2, qui eux aussi améliorent les transaminases. Alors, quelle est la part propre des médicaments? Il faudra le déterminer. Aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup une affaire de perte de poids. On verra ce qui se passe dans les prochaines années. Alors, on fait bien. Mais attention, voilà un travail extrêmement inquiétant fait par nos amis espagnols. Il montre la rétinopathie minime, modérée, sévère, proliférative, et puis l'œdème maculaire en fonction des années 2007, 2008, 2009, 2013, 2014. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe sur les 3 dernières années, les choses vont moins bien. Une augmentation de toutes les formes de rétinopathie, c'est minime, c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien aussi, l'hémoglobine glyquée de cette population large espagnole a monté. Alors ça veut dire que dès qu'on croit qu'on a gagné, qu'on relâche la pression et qu'on est moins attentif, à contrôler l'hémoglobine glyquée, ça se paye en termes de rétinopathie. Et je voudrais redire ici, aujourd'hui, le diabète, ça n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire aussi de handicap, la dialyse, la cécité, les amputations. Et il n'y a aucun doute que nous savons faire des choses pour cela. C'est amplement démontré dans le diabète de type 1, dans le diabète de type 2. Non, le diabète n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire, c'est une maladie à part entière. Alors, pour terminer, eh bien, oui,
la mortalité des diabétiques diminue, elle se rapproche de celle des non-diabétiques. Clairement, c'est en partie lié aux meilleures prises en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, mais c'est aussi en partie dû à une meilleure prise en charge des glycémies, avec des traitements plus simples à utiliser, dont la balance bénéfice-risque est favorable. Et nous avons des études puissantes et lourdes sur des milliers de patients qui nous rassurent sur la sécurité des médicaments que nous prescrivons. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Étienne, pour ce brillant panorama des 10 dernières années. Alors, si j'en reste au domaine pharmacologique, mais toi, tu l'as débordé à juste titre, bon, c'est vrai que les choses ont changé. Tu as semblé mettre des regrets sur le retrait en France et les pays francophones, parce que ça reste disponible dans le monde autrement, de la pioglitazone. Tu sais que je partage ce regret. Je pense que vraiment, pour quelques malades, pas tous bien sûr, mais les, je dirais, 10% très insulino-résistants, peut-être sur prescription spéciale, ce serait bien qu'on ait ce médicament. Alors, ceci étant dit, par chance peut-être, au moment où la pioglitazone et la rosiglitazone ont un peu été challengées, sont apparues les incrétines. Et je crois que tu l'as suggéré, les 10 dernières années, c'est l'installation de l'ère des incrétines. Dans le traitement oral, les DPP-4 inhibiteurs, avec maintenant plus de 10 ans de recul, les études de sécurité cardiovasculaire, TECOS, sont devenus le traitement de routine. Dans la vie réelle, toutes les études d'observation suggèrent qu'il vaut plutôt mieux quand même être traité par DPP-4 inhibiteurs que par sulfamide, par exemple. Et puis, dans le domaine de l'injectable, moi, j'ai le sentiment, avec en plus maintenant les études de bénéfices cardiovasculaires, que les agonistes du récepteur du GLP-1 déplacent un peu l'insuline. Donc, c'est l'ère des incrétines. Alors, est-ce qu'en plus des incrétines, ça sera l'ère des GLT2 inhibiteurs dans les années qui viennent? Je pense que oui, mais c'est une classe un peu plus difficile à manier parce qu'elle a quelques effets secondaires, mais c'est intéressant. Alors, il y a une question qui t'est posée par Internet, parce que tu parles devant le monde entier, ce qui est bien normal, mais ça n'a rien à voir avec ton exposé. Donc, avant d'ouvrir la question Internet, qui porte pas directement sur ton exposé, en tout cas sur les antidiabétiques, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a la place pour 2 questions. Alors, s'il n'y en a pas, dis-nous quand même, hein, puisque tu as parlé de pression artérielle et de l'étude SPRINT et autres, de ce que tu penses de la valeur cible de pression artérielle systolique et diastolique chez le diabétique hypertendu de 55 ans. Question assez générale. Alors, avant ça, je voudrais tout de même appuyer sur ton commentaire. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est plutôt une molécule ou plutôt l'autre. Ce que nous ont appris toutes les études, avec un peu de maladresse pour l'étude d'accord, mais on le savait depuis l'UKPDS, c'est que la monothérapie est souvent vite insuffisante. Notre question n'est pas de savoir si telle molécule est meilleure que telle autre. Il y a des molécules qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, qui ont un niveau de preuve élevé, mais de toute façon, on sait que pour l'immense majorité des patients, on va être conduit à utiliser des associations thérapeutiques. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ces médicaments qui ont chacun leur cible propre pour le contrôle des glycémies ont toujours montré, lorsqu'on les a utilisés en combinaison, des effets additifs. On a toujours eu, lorsqu'on utilise le médicament A en plus du médicament B, comme effet sur l'hémoglobine glyquée, la somme de A et B. Et donc, si on a des objectifs d'hémoglobine glyquée, aujourd'hui, la manière de les atteindre est importante en utilisant les médicaments les plus simples et qui donnent le plus de chances d'atteindre à eux seuls l'objectif. Mais le problème est la meilleure combinaison et on n'échappe pas aujourd'hui avec les médicaments qu'on a à des combinaisons pour la plupart des patients. Oui, mais précisément, je suis complètement d'accord, mais précisément ce qui a beaucoup quand même changé sur les dernières années et facilite complètement notre tâche pour avoir des objectifs stricts d'HbA1c, c'est le fait qu'on a plein de médicaments qui ne donnent plus d'hypo. Et donc, à partir du moment où on n'a pas cet obstacle de l'hypoglycémie,
on peut, les recours ADA, ESD, la fameuse individualisation, tout ça le dit, on peut à ce moment-là pousser davantage vers une HbA1c plus basse. Et dans le fond, le seul vrai médicament qu'on ne peut pas éviter qui donne des hypos, c'est l'insuline. Mais l'insuline, elle est repoussée, je pense, par les combinaisons dont tu viens de parler et les injectables agonistes du GLP-1, et puis, quand on les aura, les GLT2 inhibiteurs. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Bonjour. Oui. Ma question était sur la diapositive sur la chirurgie bariatrique. La première question, est-ce que toutes les techniques donnent ces résultats, 72% de rémission à 2 ans? Ma deuxième question, est-ce que quiz des récidives à 5 ans des troubles métaboliques? Alors, 2 choses. Non, les techniques de chirurgie bariatrique ne sont pas toutes équivalentes. Aujourd'hui, l'anneau est à peu près abandonné dans la plupart des centres en France. On discute beaucoup de savoir si le court-circuit intestinal est équivalent à la gastrectomie calibrée. On n'a pas encore de réponse. Quand même, se dessine un bénéfice du bypass par rapport à la chirurgie sur l'estomac seul. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des récidives du diabète? La réponse, c'est oui, il y a des récidives de diabète. Mais clairement, aujourd'hui, vous avez vu les données à très long terme de la SOS, il y a un bénéfice dans le bras chirurgie sur les complications, et les années passées en normoglycémie, puis les années passées avec un contrôle métabolique parfait sont bénéfiques pour le patient, et puis ça se compte en termes de mortalité. Alors, je n'ai pas répondu à la question Internet. Quels sont les objectifs tensionnels? Eh bien, aujourd'hui, la position officielle, c'est quand il y a une néphropathie, c'est 130/80 pour la pression artérielle. En dehors de la pression artérielle, on manque d'arguments pour proposer un contrôle inférieur à 140/90. Je pense cependant que l'analyse de Accor doit nous pousser à avoir un maximum de patients aux alentours de 130/80, sans descendre les pressions artérielles diastoliques en dessous de 70, je crois. Mais après, c'est une affaire maintenant d'affiner les choses plus clairement. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci pour cette session.